Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà repartis. Émission alors qu'on va consacrer très largement aux retraites. Peut-être qu'on aura le temps de parler comme on le fait très régulièrement. On le fait très régulièrement d'ailleurs avec Bertrand Martineau qui est encore avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on aura le temps de parler d'autres éléments sur l'évolution du travail, l'évolution du droit du travail. Les freelances, je vous en ai déjà parlé, pas sûr du tout. On va se concentrer sur les retraites. Il y a énormément de choses à dire. Donc c'est parti, c'est Bismart. Donc, Bertrand Martineau, salut Bertrand, économiste, spécialiste du travail et notamment conseiller pour l'Institut Montaigne. Emmanuel Grimaud, qui vient nous voir aussi régulièrement, fondateur de Maximis Retraite, et Nicolas Marquez, le directeur général de l'Institut Molinari. Je pense qu'on a l'expertise suffisante pour aller au fond de ce sujet de retraite. Bon, commençons par le commencement, c'est-à-dire l'importance de l'âge de départ. Emmanuel, je commence avec toi, c'est-à-dire le choix très clairement, donc c'est, alors on verra ensuite, 64, 65 ans, peut-être 63, on verra bien. En tout cas, l'importance de l'âge de départ. Pourquoi est-ce que c'est une borne importante quand on regarde le dispositif général des retraites ? En fait, l'âge de départ, ça a un impact immédiat sur l'équilibre des comptes, voire demain les excédents des régimes de retraite. On a un très bon indicateur. Lorsqu'en 2010, Eric Woerth a passé l'âge légal de 60 à 62 ans, les comptes de la CNAV se sont améliorés en 7 ans de 12 milliards d'euros. On est passé de 10 milliards de déficit à 2 milliards d'excédents, sachant qu'en plus au milieu, la version Hollande des carrières longues a fortement perturbé l'équilibre. Donc la CNAV, c'est un tiers des retraites. Donc à la louche, on peut estimer que c'est un impact de 36 milliards d'euros. 36 milliards d'euros par an ? Par an, le fait de décaler de 2 ans. Alors attention, là-dessus... C'est-à-dire que là, ton calcul, 36 milliards d'euros par an, c'est 64 ans. C'est 64 ans, absolument. C'est 64 ans. On avait refait l'étude il y a quelques années. C'est considérable, quand même. C'est colossal. Colossal. Notamment parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, des régimes AGIRC qui sont déjà en excédent de 2 milliards 2,6 milliards, dont 2 milliards opérationnels. Donc effectivement, si on passe à 64 ans pour la GIRC, c'est plus des excédents, c'est des réserves considérables qu'on va avoir. Bertrand ? D'accord sur ces ordres de grandeur. Il y a différentes façons de chiffrer. Là, vous parlez des comptes de la CNAV, mais on pourrait Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà. On pourrait reboucler sur l'ensemble des finances publiques, puisqu'en fait, une réforme des retraites, en fait, n'a d'impact, un impact bien au-delà, évidemment, des seuls comptes des retraites, puisque donc 14,7% voilà. du PIB Oui, parce qu'il y a aujourd'hui. Une augmentation du taux d'emploi, donc des cotisations sociales, mais pas uniquement des retraites. Il y a davantage d'impôts sur le revenu, il y a davantage de TVA, il y a davantage, etc. Donc si on fait le bouclage, on s'aperçoit en gros, à la grosse, que ça rapporte 2 fois plus que simplement la partie simplement comptable d'économie sur les dépenses de retraite. Donc voilà. Tu arriverais, mais ça on va en reparler parce que c'est l'un des sujets, si tu présuppose, parce qu'il faut présupposer ça, que ceux qui travaillent à 61 ou à 62 ans sont en mesure de pousser 2 ans de plus et vont jusqu'à 64. Oui. Non, mais si tu présupposes ça, tu te retrouves avec 70 milliards en fait par an d'économies potentielles, enfin de gains potentiels pour les comptes sociaux. C'est ça l'idée. Alors, sur toute finance publique... Toute finance publique, oui. Ouais, voilà, c'est ça. L'assurance maladie qui est en question. Ouais, l'ensemble des comptes sociaux. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait une étude qui avait été faite sur le passage justement de 60 à 62 ans, qui avait montré que le coût additionnel, ou plutôt le surcoût avec plus de chômage, plus d'invalidité, plus de maladies, ça avait représenté... Parce qu'un certain nombre de ceux qui étaient au travail ne peuvent pas en fait continuer jusqu'à 62 ans, c'est ça ? Ne peuvent pas continuer jusqu'à 62 ans, et a fortiori, entre 62 et 64 ans, il y aura encore plus d'invalidité et incapacité, notamment sur les salariés de la première ligne. Mais à l'époque, le calcul avait été fait que ça représentait, on est d'accord, 2 milliards d'euros pour l'ensemble des caisses, donc 10 milliards d'euros de gains pour la CNAV, 2 milliards d'euros de coûts. Globalement, c'était une opération positive. Alors, il y a des effets en sens inverse. À court terme, il y a évidemment une petite hausse du chômage, ou une baisse qui serait moins forte du chômage, donc, parce que c'est l'effet qu'on va sans doute aborder sur le travail des seniors, c'est pas automatique. Et il y a d'autres effets qui vont dans l'autre sens. Par exemple, quand on travaille plus longtemps, évidemment, on accroît le salaire, les 25, la masse sur laquelle sont assises le
calcul de la retraite. Et donc on a des retraites plus importantes, on verse des retraites plus importantes. Voilà. Et donc il y a un effet augmentation du taux de remplacement des retraites, qui est par ailleurs peut-être souhaitable à terme. Mais en tout cas, il y a des effets en sens inverse. D'accord. Mais on reste quand même sur des gains considérables. Oui, d'autant plus qu'il faut remettre ça dans le contexte général des finances publiques. Les retraites publiques, tout confondu, tout régime confondu, retraite et de base, c'est à peu près 25% des dépenses publiques du pays. Donc c'est quand même, on ne parle pas d'un tout petit sujet, premièrement. Et deuxièmement, en termes de masse de manœuvre, de capacité, c'est probablement le seul poste sur lequel on peut faire des dizaines de milliards d'économies. Parce que les autres postes, c'est quoi? C'est les dépenses de fonctionnement, les fonctionnaires, etc. Il y a des économies à faire, mais on est dans quelques milliards, probablement. Bon, il y a la santé. La santé, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des économies à faire, mais il y a aussi des demandes d'investissement. Mais évidemment. Bon, sur toute la sphère autonomie médico-sociale, on voit mal comment on pourrait faire des dizaines de milliards d'économies. Sur le logement, il y a sans doute des choses à faire, mais pas dans les mêmes proportions. Donc en gros, c'est à la fois un poste gigantesque et c'est le seul avec lequel, avec des réformes paramétriques relativement simples, techniquement, pas politiquement, on peut faire des économies absolument considérables. Nicolas, c'était ton point d'ailleurs, puisqu'on en discutait ensemble. Et je reprends quand même les chiffres du corps, parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que donc, le Conseil d'orientation des retraites, dans ses derniers rapports, disait que les caisses de retraite, les comptes des caisses de retraite, étaient sur une trajectoire maîtrisée. Donc, prélevant aujourd'hui 14,7% du PIB, le coût des pensions devrait progressivement, sans réforme, reculer à partir de 2030 pour se situer dans une fourchette de 11 à 13% du PIB en 2070. Mais tu dis, Nicolas, le sujet en fait est ailleurs. Oui, le sujet est ailleurs. Il faut toujours faire attention quand on écoute ou quand on lit les rapports du corps, parce que le diable se niche dans les détails. Depuis son début, le corps fait comme si l'État était à l'équilibre. Quand il regarde les déficits des retraites, il regarde les déficits du privé, et puis il arrive à l'État et il dit... Mais dans l'État, les retraites sont financées par l'impôt. Donc, par construction, elles sont à l'équilibre. Le dernier équilibre des administrations publiques centrales en France, c'est 1981. Le dernier équilibre global des administrations publiques centrales, locales, sécurité sociale, c'est 1974. Et la convention du corps est ubuesque. Il y a deux bonnes façons de calculer les vrais déficits. La première, c'est de dire, globalement, le calcul du corps, il est bon pour le privé. On regarde la masse de retraite de l'État, un peu moins de 60 milliards, et on regarde le taux de déficit de l'État. L'État, sur les 20 dernières années, il dépense 15% d'argent en plus que ce qu'il collecte. Et donc ça, si on fait ça, on triple les déficits. Quand le corps dit il y a 10 milliards, il y a en fait 30 milliards de déficit. Le corps, il dit en moyenne, il y a 0,2% de déficit sur les 20 dernières années, ça veut dire qu'il y a 0,60. Et ça, c'est fondamental. Il y a une autre façon... encore plus exact de calculer les déficits de l'État, c'est de dire, voilà, l'État, il cotise 85% des traitements pour ses fonctionnaires, ça se compare à 28% dans le privé. Qu'est-ce qui se passe si l'État est une entreprise normale? Il aurait ses 28% de cotisation, et puis le reste, la différence entre 28 et 85, ça serait une subvention d'équilibre. Et là, pareil, on arrive exactement au même résultat. Donc, structurellement, on a un vrai sujet déficitaire. Ouais. Et puis, il y a une autre chose dans les rapports du corps. Le corps, certains disent, on peut se réjouir parce que le problème est derrière nous, c'est sous contrôle, la trajectoire est maîtrisée, puisqu'au lieu de dépenser 14,7% du PIB, comme tu le disais cette année, on va être, entre guillemets, dans le pire des cas, à 13%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a clairement des réformes qui ont été faites, qui ont fonctionné. Alors, on parle beaucoup de l'âge, c'est dans le débat. Mais la vraie réforme qui a fait l'économie, c'est la désindexation des retraites. Auparavant, les retraites progressaient comme les salaires. Maintenant, elles progressent comme les prix, voire légèrement moins. Et concrètement, ça fait économiser 4 points de PIB à horizon 2060. Ça veut dire qu'on va maîtriser la trajectoire de finances publiques au prix de la relative paupérisation des retraités. Très relative. Non. Attention, c'est pas vrai. Non. Elle ne va pas être très relative, elle va être très significative. Au début, le retraité, il va... Mais attends, quand Emmanuel Macron promet de réindexer, il parle de quoi alors? Il parle de réindexer sur l'inflation, pas sur les salaires. Pas sur les salaires. Sachant Sauf que là, sur l'inflation, ça va être massif. Depuis combien? Depuis 15 ans, 20 ans. Depuis les réformes de 4 années. Et on a toujours des retraités qui ont un train de vie à 105% du train de vie des actifs. Oui, mais c'est pas normal, Emmanuel. Parce que, franchement, si j'ai cotisé toute ma vie, de façon très significative, 28% de mon traitement brut... C'était pas 28% autrefois. Oui. Non. C'était légèrement moins. Mais grosso modo, si j'ai cotisé toute ma vie, je m'attends à avoir une belle retraite. Concrètement, au début,
quand je partirai à la retraite, j'aurai une retraite significative. Mais comme elle sera moins revalorisée que les autres, le fossé va se creuser. Et concrètement, le cotisant moyen, aujourd'hui, il a aux alentours de 40 ans. Le retraité moyen, il est aux alentours de 70 ans. Ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes. À 40 ans, on n'a pas les mêmes attentes en termes financiers qu'à 70 ans, en étant arrivé au fait de sa carrière. Et à 70 ans, 80 ans, on a des charges, et notamment tout ce qui est lié à la dépendance, qui sont très significatives. Donc moi, je ne suis pas choqué qu'un retraité ait plus que le pouvoir d'achat d'un actif moyen. Écoute, on ne va pas débattre de ça, moi je le suis. C'est une anomalie en Europe. Total. Dans tous les autres pays d'Europe. Emmanuel aussi. Non, l'index est à 85%. Aujourd'hui, les retraités épargnent plus que les actifs. Oui, mais ils ont bien raison. C'est pas une anomalie. Non, mais c'est bon. Mais le débat dérive. Et on va pas parler du patrimoine. Mais le débat dérive. Non, c'est intéressant, hein, Nicolas. On a entendu ton point de vue. Après, chacun est libre de le partager. Bon, une fois qu'on est sur ce sujet donc de borne d'âge, Emmanuel, il y a un sujet de rythme, c'est-à-dire que tu attires notre attention sur le fait que la vitesse prévue, c'est ça, hein, pour arriver à ces 64 ans, enfin, on va voir, tout reste à négocier, mais ça aussi, on en parlera, te paraît compliqué à absorber par les entreprises. Par les entreprises, en fait. Alors, ça, c'est très intéressant. J'avais fait l'estimation sur 65 ans. 65 ans, sachant qu'on a 600 000 départs à la retraite chaque année, si demain, en 2034, on a des personnes qui partent toutes à 65 ans plutôt qu'aujourd'hui à 62, par exemple, qu'on augmente de 3 ans l'âge de départ, c'est 1 500 000 personnes que les entreprises vont devoir absorber. C'est 1 500 000 personnes que les entreprises vont devoir payer. Et il n'y a pas vont devoir garder. Vont devoir garder. Dans certains cas, ça va être très bien parce qu'effectivement, dans les secteurs qui sont en pénurie de personnel, comme nos maisons de luxe qui n'arrivent pas à vendre et à produire, pourquoi pas l'hôtellerie-restauration qui seront très contents de garder leurs serveurs 3 ans de plus. Mais il ne faut pas se leurrer, on sait très bien, on le constate autour de nous depuis des années, voire des décennies, qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui ont tendance à ne pas utiliser les seniors tels qu'elles pourraient l'utiliser, souvent à faire des plans de départ. Et effectivement, je pense qu'en une période aussi courte, nos entreprises ne sont pas en mesure et n'ont pas pris la mesure de ce que c'est que d'absorber 1 500 000 personnes. Dans le quinquennat qui vient de passer, où le chômage a, entre guillemets, disparu, il y a eu 1 200 000 créations d'emplois. Et c'est considérable. Et c'était dans une période relativement faste. 1 500 000 seniors, je pense que c'est beaucoup et très rapide comme rythme, d'autant plus qu'on n'est pas dans une situation de déficit considérable qui, à mon avis, impose d'améliorer. On est dans une situation de déficit, on vient d'en parler sur notre premier quart d'heure, déficit des comptes publics. Ah mais oui, mais... Sur le privé, sur le système de retraite des privés, on est à l'équilibre. D'accord, sauf que moi j'ai bien compris, là, et vous me l'avez tous démontré, que, comme le disait Bertrand, c'est le seul levier que tu as pour essayer d'alléger un petit peu le fardeau de la dette publique. Alors, l'inflation qui monte va aussi nous l'alléger, en tout cas relativement au PIB. Mais enfin, il y a quelque chose à faire, il y a une forme d'urgence là, Emmanuel. Oui, mais la réforme Touraine, déjà, n'est pas encore dans les chiffres. Et la réforme Touraine va nous faire travailler 1 an et demi de plus. Donc pour toi, c'est juste une question de rythme, c'est-à-dire... C'est une question de rythme. C'est une question de rythme. Oui, ok, 64 ans, mais en se donnant un peu plus de temps. En allant un petit peu plus de temps, et moi, j'aurais préféré plus de souplesse, notamment en tout ça parce que comme moi, tu as 57 ans et que tu veux y échapper, c'est ça le truc. Sur les trimestres, absolument, on devra travailler, non pas jusqu'en 2027, mais jusqu'en 2028. Tu vois un peu les économistes. Non, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, qui permettent de gérer l'atterrissage en douceur des populations de plus de 60 ans, qui sont des systèmes assez efficaces. Le seul point qui faisait l'unanimité dans la réforme de loi de 2019, patronat, salariat, gouvernement, c'était le cumul emploi-retraite. Oui. Tous disaient il en faut plus, il en faut mieux, il faut... À 65 ans, qui va encore vouloir faire du cumul emploi-retraite ? C'est clair. Donc ce schéma d'atterrissage en douceur, il est facile à gérer dans le système des trimestres, il est plus compliqué dans un système où on bouge l'âge légal à 65 ans. Oui, alors déjà, je voudrais juste revenir sur l'urgence sur les finances publiques, parce que non seulement on part d'un niveau de dégradation des finances publiques absolument colossal, enfin inédit en temps de paix.
dans l'histoire de France, quand même, il faut le rappeler, que ce soit en termes de déficit ou en endettement, avec un endettement et un déficit qui ne sont liés qu'en partie à la crise du Covid. Puisqu'en fait, on a énormément de dépenses structurelles qui ont été rajoutées. J'ajoute juste, mais d'un mot, parce que les prévisions du FMI sont là-dessus assez terribles pour la France. La France et les États-Unis vont être les deux seuls pays développés à voir leur taux de dette sur PIB augmenter durant l'année 2022, alors que grâce à l'inflation, elle va baisser absolument pas. Voilà, enfin, si on était encore en francs, ça fait longtemps que le franc aurait dévalué probablement. Ça, c'est très clair. Et on aurait des problèmes de refinancement de notre dette. On ne serait pas les seuls d'ailleurs au passage, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on se rassure. Et par ailleurs, donc on part d'une situation extraordinairement dégradée, puis par ailleurs, quels que soient les prochains gouvernements, on est face à un mur de dépenses supplémentaires indispensables dans le domaine des armées, puisque je crois que tout le monde, il y a quand même une sorte de prise de conscience qu'on a un petit souci de ce côté-là. Donc l'armée, la sécurité en général, la dépendance, on l'a dit, la transition énergétique qui va coûter énormément en termes d'investissement, mais pas qu'en termes d'investissement, et j'en passe. Donc il y a une urgence absolue. Alors maintenant, on pourrait rentrer dans les détails sur des mesures seniors. Ce qu'on observe quand même avec les trains de réforme précédentes des retraites, c'est que le taux d'emploi des seniors s'est adapté. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez, mais une des plus grandes performances du marché du travail français ces 20 dernières années, qui s'est fait à bas bruit finalement, c'est la hausse spectaculaire de l'emploi des seniors. On a quasiment rejoint la moyenne de la zone euro. On n'y est pas encore, mais presque. On est passé de 37% de seniors de 55 à 64 ans qui étaient en emploi en 2003, c'est-à-dire avant les trains de réforme Fillon, à 54% aujourd'hui. Bon, ça s'est fait sans douleur, avec une augmentation très faible, sensible mais faible, du taux de chômage des seniors, qui reste inférieur au taux de chômage moyen de l'économie. Et donc, il n'y a pas eu de drame, ça s'est fait calmement, les entreprises se sont adaptées. Et dans le futur, modulo des questions de pénibilité, certains métiers effectivement très problématiques, eh bien, les choses le taux d'emploi va suivre, comme autrefois, il y a un effet horizon, comme on dit souvent, qui fait que le taux d'emploi va suivre. Oui, et les entreprises vont se débrouiller et vont arrêter d'avoir cette façon paresseuse de considérer qu'à 45 ans, on est déjà senior et qu'à 55, de toute façon, on est bon à acheter. Et tu sais, attends, j'ai appris un truc, ça m'a scié. On est RSE. Oui, c'est 55 ans en fait. Si on est encore dans une boîte, on rentre dans les critères RSE. On est un peu comme les écureuils. Si tu veux. Faut protéger faut protéger les seniors. Donc, elle peut cocher une case. La DRH qui a un certain nombre de gars de 55 ans, elle peut cocher la case RSE. Je mon billet que si l'âge effectif de départ à la retraite est de 65 ans au lieu d'aujourd'hui 62 et quelques, eh bien les critères RSE seront plus à 55, ils seront à 58. Ouais, sauf ce que dit Emmanuel, là où c'est intéressant. Alors il fait un calcul audacieux, c'est-à-dire qu'il compare ça aux impôts de production. Mon cher Nicolas, il dit que ça va coûter 70 milliards d'euros aux entreprises. Ce que dit Emmanuel, c'est que ça va trop vite, que donc les entreprises, ça va être une sorte d'impôt caché fondamentalement. C'est ça un petit peu que tu dis, Emmanuel. Ça va être une sorte d'impôt caché sur les entreprises qui vont devoir garder leurs gars alors qu'ils deviennent massivement improductifs. C'est 1 500 000. J'utilise le bras de mot impôt, mais une dépense qui, là encore, dans certains cas, sera productive, donc très bien. Progressivement, les entreprises apprendront effectivement à utiliser les gens de plus de 60 ans. Mais là encore, est-ce que les entreprises, d'ici 2030, sont capables de trouver un job à 1 500 000 personnes ? Ce n'est pas ce qu'on a vu dans les dernières décennies. Nicolas ? Moi, je pense que c'est clé. Je pense que c'est clé. Et qu'est-ce qui est clé ? De reculer l'âge de la retraite. Oui, mais la question, là, on est sur la question de comment on garde les seniors dans les boîtes. Et je suis beaucoup moins inquiet qu'Emmanuel sur ce côté-là, parce que les entreprises ont une formidable plasticité. Bertrand l'a souligné. On l'a vu aussi dans Covid. Elles se sont mises au travail à distance ou autre. Il y a des évolutions, et c'est de la manœuvre qui est déjà formée. Il ne s'agit pas d'intégrer des nouveaux qui ne connaissent pas le métier, il ne s'agit pas d'intégrer des nouveaux qui ne connaissent pas les équipes. Ces gens-là, ils sont déjà là. Nicolas, tu sais, ça s'appelle la demi-vie des compétences. Aujourd'hui, la rapidité à laquelle ta compétence disparaît est quand même considérable. C'est-à-dire il faut que tu sois vraiment dans un cycle de formation permanente. Je ne pense pas que c'est les 2 ans de plus qui va révoluer la donne. Et comme le disait Bertrand, les entreprises se sont adaptées. On est passé d'un monde où il y avait des pré-retraites massives
on les a supprimés. On a eu ce débat. Certains disaient c'est pas possible, les entreprises ne s'adapteront pas, on ne peut pas faire sans les pré-retraites. On est en train de refaire 15 ans après le débat, alors qu'on sait très bien qu'on a réussi à dégonfler les pré-retraites. C'était 350, 400 000 personnes, quoi. C'était pas un tout petit sujet, les pré-retraites. Et il y a pas Là, c'est 1,5 million. Mais il y en a énormément des pré-retraites aujourd'hui. Je veux dire, Oui, mais il y en a tous les- beaucoup moins tous les qu'avant. grosses boîtes ont des Il y en a beaucoup des moins plans Ils qu'avant. existent départ, des toujours, plans simplement de- ils seront décalés dans le temps. Voilà. Et il y a un autre sujet, c'est la fonction publique, parce que le cœur de cette réforme, on l'a vu, et Emmanuel le disait, Bertrand aussi, on est tous d'accord pour dire que peu ou prou les retraites du privé sont à l'équilibre. Le vrai déficit, il est dans la fonction publique. Il est majeur. Aujourd'hui, il y a 0,85 actifs pour un retraité dans la fonction publique. C'est le régime qui a le plus vieilli. On a un État qui n'a rien prévu. On avait des caisses de retraite, l'État les a démantelées en 1853. En 1853, on ne les a jamais recréées. Tous les autres États responsables ont provisionné une partie de leur retraite des fonctionnaires. Nous, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ça absorbe des masses incroyables. Les retraites, c'est par exemple 27% du budget de l'éducation nationale. C'est le premier poste. Quand on nous dit on augmente le budget de l'éducation nationale, pourquoi on l'augmente ? On l'augmente parce qu'il faut payer les retraites. Parce qu'on n'a rien mis de côté. 27%. 27% du budget de l'éducation nationale. C'est un ministère de main-d'œuvre. On n'a rien mis de côté. Les retraites, c'est 60% de la hausse des dépenses publiques depuis 1960. En 1960, nos comptes étaient à l'équilibre. Les retraites, aujourd'hui, mais on ne vous l'explique jamais, mais quand on fait 4% de déficit, il y en a 2 qui sont faites pour payer le déficit des retraites des fonctionnaires. Donc, si on ne fait pas cette C'était réforme... le fameux hors-bilan du rapport Pébro, là, à la grande époque, là, il y a une quinzaine d'années, qui nous disait que ça doublait, en fait, ça doublait la dette. Voilà. On se plaint de la dette visible qui fait 113% C'est ça. du PIB aujourd'hui. La dette invisible, la promesse qu'on a faite, c'est 370% du PIB. Et l'État n'a rien mis de côté pour payer les retraites des fonctionnaires. Dans le privé, c'est mieux fait. Mais s'il y a des excédents, ça permettra de gonfler les réserves. L'Agirc Arrco est très vertueuse parce qu'elle a entre 6 mois et 10 mois de réserve. En ce moment, elle est à 10 mois de réserve. Vous prenez l'équivalent en Suède, il y a 56 mois de réserve. Et donc là, vous pouvez amortir les chocs. Sérieusement. Et en plus, ça fait des recettes Tiens, de poche. je veux juste vous montrer un truc parce que ça vient bien dans ce qu'on vient de dire. Une étude passionnante réalisée par freelance.com, comme son nom l'indique, et par Datastorm, qui est une boîte qui a travaillé. C'est un boulot énorme à aller chercher du côté de l'INSEE, du côté de la DARES, du côté des URSSAF, de reconstituer un certain nombre de métiers pour prendre la mesure de ce qu'est aujourd'hui le freelancing dans les professions intellectuelles. On ne parle absolument pas des livreurs à vélo, on parle du freelancing dans les professions intellectuelles. Et on apprend, voilà, je vous montre là les chiffres et puis on en reparlera, puis je ferai de toute façon une émission spéciale là-dessus, que tu es sur alors, une progression très significative de ce freelancing, premier point. Deuxième point, l'âge moyen est en fait beaucoup plus élevé qu'on ne le croit. Et là, tu as sans doute une porte de sortie, voilà, 45 ans d'âge moyen pour les freelances, encore une fois, profession intellectuelle. Et donc là, tu as sans doute une porte de sortie, je pense, très, très, très intéressante si tu recules l'âge de la retraite. Et le troisième point, c'est les fonctions. Et vous êtes tous persuadés autour de cette table que c'est l'IT qui est... Eh ben non, c'est la fonction finance. Figure-toi qu'aujourd'hui, en fait, de manière discrète, lente, un certain nombre de fonctions finance font appel à des freelances sur de la compta, sur de la consolidation, sur, enfin bref, l'ensemble des grandes notions de la fonction finance. Donc voilà, il y a là quelque chose, je pense, de très, très, très intéressant qui peut arriver à résoudre ton équation. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Le cumul emploi-retraite, donc nous, ça fait 2003. Oui, mais là, c'est pas du cumul emploi-retraite. Ils sont freelance, ça. Oui, mais il y en a. Temps complet. Il y en a. Il y en a aussi. Il y a absolument. effectivement aujourd'hui 500 000 cumuls emploi-retraite salariés. Moi, 95% de mes clients, pour ceux qui ont pris leur retraite, ils ont tous créé leur activité, soit en SARL, soit en auto-entrepreneur, et ils facturent des honoraires, et ça se passe très bien pour eux. Et ce que dit, ils travaillent à leur rythme, ils travaillent moins, ils ont des revenus qui leur suffisent parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner autant que ce qu'ils gagnaient avant. Et en fait, cette volonté d'indépendance qu'on connaît et qu'on voit de manière plus visible chez les jeunes, dans l'IT, etc., on a le symétrique de l'autre côté, après 60 ans, Exactement. des personnes qui ont envie d'avoir cette liberté, plus de liens de subordination, plus de forcément de hiérarchie et de trucs, et qui sont très contents de travailler. Et dans la finance, c'est une partie. Et alors attention, c'est pas dans la finance, c'est la fonction finance des entreprises. Bien sûr. Mais dans cet âge moyen à 45 ans, il y a effectivement les 20-30 ans
chez les jeunes professions graphistes, Développeurs, etc., IT, graphistes, exactement. Et, tout à et fait. de l'autre côté, il y a beaucoup, alors soit à 55 ans, des personnes qui se sont retrouvées par la force des choses, qui ont eu à créer leur activité, mais il y en a aussi un certain nombre après la retraite. C'est intéressant. Oui, oui, Non, Bertrand, mais je pense qu'il y a plein de portes de sortie pour les seniors. Il y a effectivement le freelancing, il y a le portage salarial qui s'adresse aussi beaucoup aux seniors. Il y a tous les qui reste dispositifs. très très réduit, ça. Hein. Oui, mais bon, Mais alors, pour le coup, c'est presque rendre hommage, pour une fois, à la facilité de création d'entreprises en France. Oui, c'est vrai. D'une certaine manière, tout cela il est- fonctionne très très bien Oui, et tu c'est n'as pas vrai. besoin d'aller filer 2-3% pour payer du Exactement. portage salarial. Voilà, non mais ça c'est vrai. Donc il y a ça, il y a des dispositifs qui sont à l'intérieur des systèmes de retraite qu'on pourrait améliorer, qui sont le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, des choses comme ça, avec des modalités peut-être de travailler moins pendant la semaine, mais avec une rémunération un peu plus faible. Bon, ça peut intéresser aussi des cadres, par exemple. Et ensuite, il y a effectivement des professions qui ne sont pas susceptibles d'être freelancisées, ou ubérisées, etc., qui sont des industries de main-d'œuvre, qui sont tous les problèmes de commerce, qui sont la restauration, qui sont des métiers pénibles, des ménageurs, etc. Bon. Et là, eh bien, c'est aux entreprises, effectivement, de trouver des modalités d'aménagement des fins de carrière. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a une sorte de paresse du côté des entreprises, et puis aussi, il faut bien le dire, du côté des salariés, qui voyaient finalement à l'horizon 58-59 ans, allez Mais hop, bien sûr. et on se fait une pré-retraite, Mais on bien va au sûr. chômage, etc. Et là, c'est vrai qu'avec une réforme des retraites, ça obligera tout le monde à se mettre autour d'une table pour essayer d'améliorer les fins de carrière et de sortir de cette paresse. Finalement, un DRH, finalement, par paresse, il a gestion de sa pyramide des âges, financée sur fonds publics avec l'UNEDIC, les retraites, etc. Et puis il se débarrasse comme ça, il règle un peu ces questions RH. Là, ça va devenir être un peu plus difficile. Alors là où je vous rejoins... Ouais, mais le choc est violent quand même. Oui, alors, on peut Bertrand. discuter. Attends, Alors, parce que je veux l'incarner. Pardon, on peut mais discuter il du se trouve. timing. Non, mais on Ben peut voilà, discuter du timing. il a fait le calcul. Si, c'est effectivement le rythme promis par Emmanuel Macron. En l'occurrence, moi, qui ai donc 57 ans, on a fait le calcul. Est-ce que tu as fait le calcul 63 ans et 8 mois, lieu de 62. Voilà, donc Non, mais c'est 2 ans de plus, quoi. On peut C'est quand même 2 ans de on peut plus. discuter du timing, mais la direction est clairement la bonne. Et si on arrive à trouver des éléments de flexibilité, de carrière de pénibilité, de critères de pénibilité, des choses comme ça, on évidemment. peut y arriver sans drame absolu. Maintenant, le timing, on peut peut-être discuter du timing, effectivement. Mais sur le fond, j'ai pas tellement d'inquiétude, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. L'inquiétude, elle est plutôt politique. C'est que, manifestement, les Français sont contre parce qu'on a, il y a comme le temps de travail d'ailleurs au cours de la vie active, la retraite est une sorte de totem qu'il est, pour des raisons plus psychologiques qu'économiques probablement, et pose un problème politique en France, beaucoup On va y plus aller, que dans d'autres justement. pays. Et on va y aller, c'est très bon moyen de nous retrouver après la pause pour parler effectivement des aspects politiques syndicaux autour de cette réforme. On repart donc. Alors, Bertrand, tu disais politique. Moi, il y a alors, ce tableau que je vous ai déjà montré d'ailleurs. On le doit à Liaison Sociale. C'est Opinionway, Liaison Sociale. Donc, vote au premier tour de l'élection présidentielle par proximité syndicale. Est à 44% des gens qui se disent proches de la CFDT qui, au premier tour, ont voté Emmanuel Macron. Est-ce que ça, Bertrand, ça facilite pas quand même, ça complique pas l'équation de Laurent Berger et ça facilite pas l'entrée en négociation au premier tour? Il l'avait dit, 65 ans. Il était resté sur 65 ans au premier tour. Non, mais de toute façon, ce sera difficile. Vous avez la seule Oui, mais là, organisation syndicale. 44%, c'est quand même... Et Macron, il peut venir aller voir Laurent Berger en disant, dis donc, Oui, mais- mon gars, tes gars, ils en veulent de la réforme. La CFDT, elle est comme tous les syndicats, ne contrôle pas ce qui se passe, en particulier dans les entreprises publiques, où vous avez des syndicats qui sont très très autonomistes. Ouais. Donc, toucher aux retraites publiques pose toujours une difficulté. Et par ailleurs, il y a d'autres syndicats qui sont également très représentés dans la sphère publique et parfois majoritaires dans certaines entreprises publiques que je ne citerai pas, qui ne sont pas la CFDT et qui sont farouchement opposés et qui se battront jusqu'à la... Tu veux parler Force ouvrière, c'est 31% Mais par au premier exemple, tour encore. Au premier tour, bien sûr. 31% des gens qui se disent proches de Force ouvrière, ça doit leur Par faire... ailleurs, Blondel et autres, ils doivent se retourner dans leur tombe. par ailleurs, 31% ont voté Marine Le Pen. Non, mais excusez-moi, 31% ont voté
voté Marine Le Pen. Je sais bien. Et idem à la CGT. Bon, par ailleurs, le fait de voter Macron... 22% la CGT. Le fait de voter Macron ne veut pas dire qu'on est favorable à tout son programme, y compris la partie retraite. Bah, c'était quand même Non, l'un des seuls trucs à peu près. L'un des seuls trucs à peu près significatifs, écoute. Là encore, la dernière étude de l'adresse est absolument passionnante, où on mesure complètement la totale méconnaissance et la mauvaise perception des futurs retraités sur leur retraite. Alors attends, dis-moi d'abord ce que c'est que l'adresse, je dois dire. C'est la direction des études statistiques de la sécurité sociale. D'accord. Là, on n'est pas sur de l'étude a priori, c'est... alors, du moins, si, sur la perception, oui, mais sur les dates de départ, la situation avant la retraite, c'est la réalité. Et ce qu'on constate, c'est que les futurs retraités pensent qu'ils vont pouvoir prendre leur retraite à 64 ans et demi, voire un petit peu plus tard, alors qu'en réalité, l'âge moyen, c'est 63 ans. On voit qu'il y a 8% des futurs retraités qui pensent pouvoir partir à 60 ans en carrière longue, alors que la réalité, c'est 25%. On voit qu'il y a 65%. Tout ça aussi, ça devrait faciliter la négociation, ces chiffres-là, quand même. 65% des futurs retraités qui pensent qu'ils gagneront moins ou beaucoup moins, que leur train de vie sera beaucoup moins bon qu'en activité, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, le train de vie des retraités est supérieur. Donc là encore, ce monde de la retraite, c'est un monde d'angoisse et de méconnaissance de ce qui va se passer réellement. Et effectivement, c'est un obstacle aux réformes, alors que dans le quotidien, c'est vrai que les gens disent nous on voudrait partir à 60 ans, mais quand on les a en face de nous, et ça fait quand même 18 ans qu'on les a en face de nous, quand on leur dit 62 ou 63, il n'y a personne qui se lève et qui fait le tour de la table en hurlant en disant non, c'est pas possible, je veux partir à 60 ans. Au contraire, on a plus des gens, y compris dans des milieux employés ouvriers, qui disent pourquoi pas continuer avec une activité, et là encore, plutôt temps partiel, plutôt une activité différente, c'est pas un tabou. Pardon, mais parce que c'est une scène sur les accros au boulot. Loi des 35 heures. Bon, vous vous souvenez tous, loi des 35 heures en 2000. Je suis dans une rédaction, peu importe. Si vous vous en souvenez, vous pouviez refuser la loi 35 heures. Et vous étiez alors licencié dans les conditions d'un licenciement économique. Oui. Ad hoc. Bon, alors je sais pas Sui si ça veut dire... generis, si. Oui, voilà. Non, mais bref. quasiment pas contestable. En tout cas, quand vous étiez dans une grande maison, dans un grand groupe, avec derrière vous 40 ans de carrière, c'était un pactole qui pouvait être très important. Eh bien, des gars ne pouvaient pas, en fait, quitter le boulot. On voyait les délégués syndicaux qui, pour le coup, faisaient bien leur boulot et venaient leur dire « Écoutez, franchement, là, dans 6 mois, vous êtes à la retraite, refusez les 35 heures ». Je peux pas. Ah non, mais c'est un truc chaud quand même, hein, pardon. La maison en question a des personnes à l'antenne de 75 ans ou plus. Oui, non, mais peu importe. Mais voilà, il y a quand même des comportements comme ça aussi, autour de la retraite et autour de la vision qu'on a du travail. Nicolas, comment est-ce que tu vois les équilibres politiques? C'est pas ton truc, ça t'intéresse pas? Parce que alors, quand même... je rejoins ce que disait Bertrand. Quand on regarde dans le privé, les syndicats, ils ont des habitudes de paritarisme. On regarde la GER-Carco, ils ne sont pas d'accord au début, ils négocient, ils se projettent à 15 ans, c'est quelque chose de très important, ils pilotent le régime à 40 ans, ils prennent leurs décisions sur un horizon de 15 ans, ils prennent toutes les bonnes décisions. Les syndicats salariés, les syndicats d'employeurs, ils ont mis des points, ils ont des réserves. En ce moment, je vous disais, il y a 10 mois de réserve, alors il pourrait y en avoir plus, et ça se fait sans heurts, sans mettre personne dans la rue. Et d'ailleurs, plus on se rapproche de l'État, quand on va à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, où là l'État est plus prégnant, la prise de décision elle est beaucoup plus chaotique. Ouais. Et quand on va au niveau de l'État, c'est là qu'il y a un problème. Parce que comme je vous le disais, l'État a démantelé ses caisses de retraite en 1853. Ça veut dire qu'il n'y a plus de caisses de retraite où les gens discutent, confrontent les opinions, font la synthèse et passent à l'action. Et cette absence de caisse de retraite dans l'État depuis 170 ans, ce qui est une anomalie, ça vous explique tous les problèmes. Tu sais, Nicolas, je sais même pas, en fait, je comprends ce que tu dis, mais je sais même pas ce que ça veut dire, en fait, ce que tu dis, caisse de retraite. Eh bien, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il y avait une caisse de retraite de la fonction publique, comme il y a la CNAV, comme il y a la caisse de retraite des indépendants, dont j'ai oublié le nom, la CIPAV, etc. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'était syndicats et représentants de l'État. Il y avait des caisses ministère par ministère. Tu avais les caisses de la douane. Tu avais les caisses des marins. Alors, tout le monde connaît la caisse des marins, c'est celle qui a été... Et les gars se mettaient autour de la table pour essayer de trouver des équilibres. Exactement. Et ça, on l'a plus. Et l'État
ne fait pas ça. Hein. Il n'y a pas de DRH dans la fonction publique qui gère l'enjeu retraite. Il ne se comporte pas comme un employeur responsable. Vous avez aucun employeur en France qui pourrait être aussi ubuesque que l'État. Alors, ça nous amène où sur l'idée de la négociation, justement? Le vrai problème, c'est que l'État, quand il centralise, il négocie avec le Parlement. Et le Parlement, c'est des gens qui sont élus pour 5 ans et qui ont une vision très court-termiste. Il y a 2 chambres. Alors, si on rentre dans les détails, on connaît tous l'Assemblée nationale. Il n'y a plus aucune technicité retraite à l'Assemblée nationale. Ils ont démantelé leur caisse de retraite. Ils ont rendu les capitaux à l'État en demandant à l'État de leur servir. Le seul endroit où il y a de la technicité sur les retraites, c'est au Sénat. Ils ont leur caisse de retraite qui fonctionne pour les sénateurs, qui fonctionne pour les employés du Sénat. Et eux, ils savent se projeter dans le temps long. Qui doit être parfaitement bien elle est gérée et excédentaire. Elle est très bien gérée. 200 millions de cotisations et 2 milliards de réserves. C'est vrai ça? Peut-être plus. Non, c'est plus. 3 milliards. C'est 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et en fait, c'est très intéressant parce que les retraites du Sénat sont plus généreuses que celles de l'Assemblée nationale et coûtent moins cher aux contribuables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont placé l'argent. Et les retraites du Sénat, elles sont à moitié payées par les dividendes et les plus-values, à moitié payées par l'argent public, alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est tout payé par l'argent public ou par le contribuable. Alors, sur les négociations, Bertrand, j'avais quand même une question particulière sur le climat social, sur les partenaires sociaux. Donc là, il y a eu en bas bruit pendant la campagne présidentielle des négociations sur le paritarisme, sur la place et les règles de la négociation interprofessionnelle, des partenaires sociaux qui veulent reprendre un peu la main et définir eux-mêmes les thèmes des négociations de manière autonome. Est-ce que là, ils n'ont pas une carte très particulière à jouer, à rejouer à nouveau, vu l'émiettement, l'éclatement façon puzzle du personnel politique ? Et la disparition des partis historiques, enfin bref, tout ce qu'on a raconté depuis quelques mois. Les partenaires sociaux, ce ne sont pas des institutions qui se portent très bien non plus. Elles non plus, oui. Voilà. Donc, oui, mais elles ont une forme de légitimité que personne, j'ai l'impression, ne leur conteste quand il s'agit de négocier, quand il s'agit de prendre la parole. Oui, et puis elles ont aussi l'utilité que la décision ne soit pas concentrée uniquement au sommet de l'État. Quand l'État reprend une négociation des partenaires sociaux un petit peu douloureuse socialement, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire ensuite avaler, si je puis dire, à la population. Bon, sauf que dans la question qui nous intéresse, on est quand même beaucoup sur la question des retraites publiques, qui sont totalement en dehors du champ de ce genre d'accord interprofessionnel. Bon, donc ce qu'essayent de faire les partenaires sociaux... C'est là que ça va coincer, c'est sur les retraites publiques. Oui. C'est ça la conviction. Voilà, en fait, il faut bien voir que les agendas sociaux là, qui sont déterminés dans cet accord interprofessionnel, implicitement ne prennent pas en compte la question des retraites du secteur privé. Tout le monde a considéré que c'était un grand sujet de l'État, des finances publiques en général, qui vont bien au-delà de l'État, avec une grande, comme il a été rappelé, une grande composante retraite publique. Donc c'est complètement hors champ. Ils essayent de se mettre d'accord plutôt sur les questions de formation professionnelle, d'emploi, peut-être de droit du travail, mais il n'y a pas énormément de grains à moudre à court terme. Peut-être que l'État renverra à ces négociations interprofessionnelles les questions de pénibilité, parce que je ne pense pas que ça se décide uniquement dans un bureau ministériel. Donc il y aura peut-être du grain à moudre sur les akouskis des réformes des retraites. On peut imaginer ça. Mais ce n'est pas de ce genre d'enceinte que va comme ça, bottom-up, être générée une réforme des retraites. Je n'y crois pas du tout. Pas de regret, Emmanuel, parce que donc on est sur une réforme dite bêtement paramétrique. Voilà. Alors que la précédente campagne électorale, je le dis pour la régie d'ailleurs, on est revenu sur les retraites, enlevons l'agenda des partenaires sociaux, alors que la précédente campagne électorale nous promettait une réforme très ambitieuse, système à points, chaque euro cotisé donnera droit au même droit, quel beau slogan. Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une différence de perception entre la réalité et le ressenti. Il y a un écart considérable sur les retraites. Pourquoi ? En grande partie à cause de cette complexité qui fait que personne n'y comprend rien, personne ne comprend comment ça marche. Là encore, il y a 80% des gens qui vous répondent que la retraite est calculée sur les 25 meilleures années, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il y a cet exemple que je... Elle est calculée sur quoi ? J'en sais rien, Emmanuel. Elle est calculée sur quoi ? C'est une toute petite partie. On peut avoir 2 personnes qui ont gagné le même salaire pendant 37 ans, entre 25 et 62, payer exactement les mêmes cotisations au centime près pendant 37 ans.
en fonction de ce qu'ils ont fait avant, entre 20 et 25 ans, celui qui a validé ses trimestres en faisant des petits boulots va avoir ses 168 trimestres et il va avoir un certain montant de retraite. Celui qui n'a pas validé ses trimestres, peu importe la raison, celui qui a le taux plein aura 51% de retraite en plus que l'autre, alors que pendant 37 ans, ils ont payé les mêmes cotisations. Je paye 2% de cotisation en plus, j'ai 51% de retraite en plus. Je peux faire baisser ma retraite en payant des cotisations. C'est une histoire de fou. C'est totalement absurde. La réforme, disons, de Delevoye... Répète-le, je paye 2% de cotisation en plus, j'ai 51% de retraite en plus. Sur la CNAV, hein, la GER-Carco est déjà sur la totalité. Et on parle, comme tu le fais très régulièrement, parce que ça, c'est un truc sur lequel tu insistes, tu as parfaitement raison, on parle de 30 ans de salaire. Parce de retraite. Mais oui, de retraite. Mais c'est c'est des montants considérables. 400 000, le deuxième va avoir 230 000. C'est considérable. Et dans ce système, qui est pénalisé, c'est les femmes. En premier. Parce qu'elles ont eu des accidents de carrière. Parce qu'elles ont des carrières non linéaires, beaucoup moins. Les femmes à carrière complète, il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore la norme. Et parce que dès lors qu'on a 5 années qui ne sont pas complètes, on perd 25% du montant de sa retraite. C'est incroyable. Et on ne fait que constater, une femme qui reprend une activité à la cinquantaine, qui se met à temps partiel, elle va faire baisser sa moyenne des 25 meilleures années. Un professeur, entre le professeur qui donne des cours et qui se fait payer en chèque emploi-service, il fait baisser sa retraite. Celui qui donne les cours et qui se fait payer en espèces, lui, il n'a pas d'impact. Qu'est-ce que je dis, moi? Je dis aux personnes de se faire payer en espèces. De se faire payer le chômeur qui est allé aider les agriculteurs en 2020 pendant un mois, s'il n'a pas eu 35 années au plafond de la Sécu, ou au maximum, en étant allé aider les agriculteurs, il fait baisser sa retraite. Est-ce que c'est juste? On est dans un système qui est... Mais personne ne le voit. Et la réforme de Delevoye, justement, permettait de supprimer toutes ces anomalies et rendait le système lisible, clair et équitable. Donc, c'est vraiment très, très, très... Tu dis que c'est à cause des avocats que ça a planté? Les avocats font partie des premiers virulents qui ont manifesté, qui nous disent d'ailleurs encore qu'on va leur voler leurs réserves, sachant que la CNBF elle-même... C'est quoi la CNBF? Chambre nationale du barreau français, ouais. A dit qu'ils vont dans le mur et en 2050, ils ont bouffé toutes leurs réserves. Ils commencent à être en déficit, je crois, en 2037. Et en 2050, ils n'ont plus de réserves. C'est la CNBF qui le dit, hein, donc c'est pas moi. C'est fou quand même. Non, je sais pas, Nicolas. Oui, moi, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que c'est l'inégalité fondamentale entre celui qui aura les moyens de se faire conseiller et celui qui ne les aura pas. C'est terrible. Et donc, tu amplifies et prolonges l'ensemble des inégalités de vie, l'ensemble des inégalités que tu as rencontrées pendant toute ta vie. Elles sont amplifiées et prolongées par le système. Mais pour autant... C'est antilibéral au possible, Nicolas, tu vois, Institut Molinari. Ma vision perso, c'est que la réforme qui consistait à faire un reset, on prend tout ce qui existe, on le démantèle pour faire une table rase, était une erreur, notamment parce qu'il y a 2 sujets en retraite. Il y a le sujet gouvernance. Qui décide? Dans quel cadre? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la GER-Carco, ils font du vrai paritarisme, ils ont pris les bonnes décisions. Depuis le début, ils ont des points, et ça a tous les avantages qu'on a évoqués. Depuis le début, ils ont des réserves. Parce qu'ils ont une habitude de dialogue intelligent. Non, je signale juste là, parce que là, c'est un peu plus fort que d'habitude, que vous inquiétez pas. C'est l'immeuble qui se rénove autour de nous. Vas-y, continue. Les pharmaciens, ils ont une bonne gouvernance, ils ont un régime en capitalisation collective, un régime en répartition collective, ça marche. Les RAFP, l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique, il y a une bonne gouvernance, il y a des points, c'est capitalisé, ça marche. La Banque de France... Donc toi, tu dis quoi? Il aurait fallu garder celle qui marche? Il fallait garder tout ça, et il fallait s'aligner sur ce qui marche. Et donc, pour s'aligner sur ce qui marche, il fallait demander à la CNAV de faire son job correctement. Pourquoi la CNAV n'a pas de points? Pourquoi la CNAV n'a pas de réserve? C'est étrange. Pourquoi l'État n'a pas de caisse de retraite? Pourquoi il n'y a pas de points dans les... Pourquoi il n'y a pas de réserve? Emmanuel, qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, je ne suis pas d'accord en fait. On a d'abord 40 régimes, c'est 40 systèmes informatiques, c'est 40 organes de gestion, c'est 40 fois la complexité. Les avocats qu'on citait ont eu pendant un certain temps, pendant quelques années, 30 taux de cotisation différents. 30 taux de cotisation différents.
C'est totalement incompréhensible, ingérable. Et là encore... Oui, mais l'avantage de ce que dit Nicolas, c'est que justement, tu pouvais quand même réformer, comme tu le souhaites, la CNAV, c'est-à-dire la masse, et pas avoir la pollution de l'ensemble de ces petites caisses qui sont venues tuer la réforme. On aurait très bien pu faire un système, un point CNBF, ça a une valeur, un point des libéraux, ça a une valeur, un point des pharmaciens, ça a une valeur, un point Arco-Agirc, ça a une valeur. On aurait très bien pu dire, et ça c'était techniquement assez simple, de dire, bah tiens, on va faire un point unique déjà pour toute la partie complémentaire, une première étape, et ensuite, au fur et à mesure qu'on aurait convaincu les Français que finalement c'était plutôt pas mal un système par points, penser à transférer progressivement la CNAV, qui est beaucoup plus compliqué parce que passer du système actuel, salaire annuel moyen brut, annuité, à un système par points, là il y a une vraie difficulté à percevoir la différence. Bertrand, un avis là-dessus sur Bon, on préfère une réforme paramétrique basique, comme on vient de la décrire, plutôt qu'une réforme d'ampleur qui réduirait les inégalités. La réforme d'ampleur n'était pas compréhensible, faisait des gagnants et des perdants. Ouais. Y compris d'ailleurs dans les carrières fractionnées, parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer le système actuel malgré tous les défauts que vous avez rappelés. Il est quand même relativement généreux sur la validation des trimestres. Il faut quand même assez peu, même les chômeurs souvent, de toute façon les chômeurs valident des trimestres, de toute façon quand ils sont indemnisés. Voilà, il ne faut pas imaginer qu'il y a d'un côté les nantis qui bénéficient du système et puis les autres qui ont des carrières intermittentes et qui sont totalement perdants. Le système actuel permettait déjà de récupérer pas mal de précaires. Donc je pense que c'est un bilan avantage. Je pense que intellectuellement, la réforme qui était faite, s'il avait fallu repartir de zéro, c'est peut-être la réforme qu'il fallait faire. Mais sachant qu'on était sur un paysage qui était extraordinairement compliqué, avec des régimes plutôt bien gérés, des régimes moins bien gérés ou pas gérés du tout, etc., je crois qu'une réforme paramétrique, maintenant, est ce qu'on peut faire de mieux. Et je veux qu'on parle, il faut qu'on parle de... Non, vas-y Nicolas, mais il faut qu'on parle de capitalisation aussi, parce que c'est un de tes grands combats. Pour clore sur la réforme qui était proposée, on a bien vu que les mêmes partenaires sociaux qui défendaient les points dans le cadre de l'Agirc-Arrco, quand on se transposait dans le régime universel, étaient contre. Et ça vous montre que la Caisse et son conseil d'administration, sa gouvernance, c'est quelque chose de clé. Et si vous faites un grand machin public, tout le monde est contre. Et plus personne n'est positif. C'est l'âge pivot qui a suscité la colère de Laurent Berger. Laurent Berger demande la CFDT. C'est vrai, non mais il a raison. Un système par points depuis très longtemps. C'est eux qui sont les plus conscients de ces anomalies, de ces injustices. Mais effectivement, et c'est vrai qu'ils se sont sentis trahis par l'âge pivot en plus. Il n'y aurait pas eu l'âge pivot. La CFDT partait avec la réforme, avec probablement plein de petites choses à négocier. Et c'est très bien et c'est normal. Et ils font plutôt bien leur job. Donc c'est la faute d'Édouard Philippe. Bon, capitalisation, Nicolas. Ouais. C'est le vrai angle mort. C'est le vrai angle mort. Pourquoi ? Parce que clairement, la recommandation standard des économistes, pour des raisons de performance et de risque, c'est d'avoir un pilier en capitalisation collective aux côtés du pilier en répartition collective. Aujourd'hui, on a la répartition, c'est 98% des cotisations, des prestations retraite, et on a 2% de capitalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'organisent eux-mêmes dans leur coin. Alors certains prennent l'assurance vie, certaines utilisent le plan d'épargne retraite, les préfonds, toute une série de produits. D'autres utilisent même le livret A, qui est l'antithèse du produit retraite, parce que c'est vraiment un produit court terme, et quand vous êtes à préparer la retraite, vous êtes à 20 à 30 ans. Et la capitalisation collective est sous-développée. C'est quoi la capitalisation collective ? C'est ce qu'on appelle les fonds de pension. Alors il y en a à la Banque de France, on en a parlé, il y en a au Sénat, il y a l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qui couvre 4,5 millions de fonctionnaires, qui est une pépite, qui a été créée en 2003 par la loi Fillon. Les gens placent une partie de leurs primes. L'État abonde et c'est placé. Ça rapporte 5,4% par an depuis la création. Ah oui, 5,4% par an. Avec la CGT au Conseil d'administration. Avec la CGT. Avec tout le monde. L'Agirc a 5 à 7% de rendement avec la CGT au Conseil d'administration. Et ça, c'est BlackRock qui s'en occupe ? Non, sérieux. Mais il y a des appels d'offres. Forcément. Bah oui. Tous les gestionnaires d'actifs veulent en être. Ils acceptent de baisser leurs frais. Mais quand on regarde les frais de fonctionnement et les frais que négocient les RAFP, mais c'est le meilleur produit d'épargne. Et c'est géré de façon collective et c'est simple. Le vrai sujet,
c'est de généraliser ça pour tout le monde. Le corps nous dit, les retraites qui coûtent 14,7% du PIB, elles nous coûteront entre 12 et 13%. Ça veut dire qu'il y aura moins pour les prochains retraités. Alors, certains s'organisent déjà de façon individuelle, mais il faut que la masse soit couverte par une capitalisation collective. Aujourd'hui, ça existe dans le secteur public, tous les fonctionnaires en ont, il faut la faire monter en puissance. Et nous, ce qu'on appelle de nouveau à l'Institut économique Molinari avec Croissance Plus, c'est de faire la même chose dans le secteur privé. Il faut qu'à l'Agirc Arrco, à côté du régime par répartition en points avec des réserves, il gère une capitalisation collective pour tous les salariés. Et ça, c'est clé, parce que c'est ce qui vous permet de financer la retraite avec des cotisations qui sont plus productives, parce que la cotisation, au lieu d'être l'entièreté de la retraite, elle est placée, elle vous permet de capter des dividendes, elle vous permet de capter des plus-values, donc vous avez une retraite moins chère, ça préserve la compétitivité, ça préserve le pouvoir d'achat, et accessoirement, vous avez plus de capitaux investis dans l'économie, et ça c'est bon. Je dois avouer, mais il y a eu des tentatives quand même. Et alors, je dois vous avouer mon ignorance totale de l'ensemble de ces dispositifs qui pourtant devraient me concerner au premier chef. Mais alors, j'ai jamais été regardé, en fait, tellement ça paraît complexe. La difficulté... Bruno Le Maire a fait un truc récemment, là. La difficulté, c'est la période de transition. C'est-à-dire que dans un système démographique plutôt en déclin, on va dire, le système par capitalisation, de toute façon, est supérieur au système par répartition. Donc, créer un système par répartition en 1945, au moment du baby-boom, c'était une idée absolument géniale. Maintenant, il aurait fallu, en fait, pendant des années, pendant des décennies, aboutir au schéma de Nicolas, c'est-à-dire un schéma dual. À partir du moment où on est maintenant dans un état vieillissant, avec des prélèvements obligatoires gigantesques, se pose la question du double système. C'est-à-dire, si on veut mettre en place un système par capitalisation ambitieux et pas anecdotique, se pose la question du double financement avec des cotisations dédiées, donc des cotisations supplémentaires. C'est pas facile à mettre en place ce système. Oui, mais on l'a fait. On vient de le faire pour les fonctionnaires. Les RAF, ça a été fait en 2003. C'est vrai. La gestion, ça a commencé en 2006. Ça s'est fait sans aucun problème. Et tout ça s'est fait avec une cotisation supplémentaire. Ça reste très marginal sur le montant des retraites. Au début, ils l'ont fait sur les cotisations sur les primes, en fait, qui auparavant n'étaient pas soumises à cotisation. Voilà. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Nicolas. Tout le problème là-dedans, c'est... Si on voulait que 30% des retraites soient versées par la capitalisation, ça veut dire qu'il faudrait accumuler 3 000 milliards d'euros sur les fonds de capitalisation. D'accord, 150% du PIB. Non, pour donner une idée, on est à 1600 milliards par exemple sur les fonds d'assurance vie qui pourtant ont un énorme succès depuis très nombreuses années. Absolument. Voilà. Donc effectivement, c'est considérable. La question, c'est comment on peut faire ça sans venir rajouter des charges sociales sur les entreprises à une époque où on vient péniblement, Macron 2017, de baisser de 3 points les charges sociales et où on a redonné de l'attractivité à la France au moment où on veut réindustrialiser la France. On parle des impôts de production, mais on sait que les charges sociales, c'était un point majeur. Donc, alors, finalement, si effectivement, demain, on a un passage à l'âge légal à 65 ans, comme je disais, ça va dégager des réserves. Alors, côté CNAV, on peut imaginer qu'il y a une baisse des charges sociales. J'y crois pas trop, on l'a rarement vu, une baisse des charges sociales sans contrepartie. En réalité, et ça a été un petit peu dit, on va financer, les petites retraites, 2, on va financer la dépendance. Et puis, ça peut donner des marges de réserve aussi, de ressources pour l'assurance maladie, qui, comme on l'a dit là encore, va avoir des gros besoins. Ensuite, est-ce que l'AGIRC, qui lui va dégager des très grosses réserves, des très gros excédents, si on passe à 65 ans ou 64, dira tiens, moi je prends plutôt que de gonfler des réserves, on va mettre 1% sur un AGIRC bis qui lui serait par capitalisation et à ce moment-là ça permettrait de le faire. Mais si c'est pour augmenter les charges sociales des entreprises, ça sera très difficile à faire passer. Nicolas, on est dans la bonne conjoncture. Pourquoi ? Parce que clairement on va reculer l'âge de la retraite, donc ça va permettre de combler les déficits, de restaurer des marges de manœuvre à certains endroits. Et on est aussi dans la bonne conjoncture parce que, concrètement, l'État s'endette à taux nul. Et quand les sommes sont placées, on voit bien, les RAF, ça rapporte 5,4%. Au fonds de réserve des retraites qu'on vide bêtement, ça rapporte 4%. Et donc, concrètement, il y a une fenêtre de tir pour dire, on baisse certaines cotisations pour que les salariés puissent épargner. Dans une capitalisation collective, on peut baisser par exemple la CSG-CRDS. Une fois
qu'on aura restauré les équilibres financiers. Pareil, on peut supprimer un peu d'impôt de production qui handicape la fiche de paie côté patronal et qui ne crée aucun droit spécifique. Et ça, on le placerait dans un établissement de retraite. C'est à long terme, quoi. Des C'est quand même une salariés. vision à très long terme avant que tu arrives à des sommes significatives. Bien sûr, Ouais, mais on est il d'accord. faut enclencher la démarche. Ouais, c'est ça. Et ce genre de démarche, ça vous fera une montée en puissance sur 40 ans. Alors, c'est pas immédiat, mais c'est ce qu'il nous faut. Et c'est réaliste. Il faut y aller. Enfin, quand même, baisser les cotisations, ce serait pas absurde. Non, c'est-à-dire que l'un des grands sujets, j'ai presque envie de dire, moi, parfois, le sujet de tous les sujets, c'est bien la différence entre le salaire net et le salaire brut. Tout le sujet pouvoir d'achat, tout le sujet travailleur pauvre, c'est bien la différence entre le salaire brut et le salaire net et le C'est salaire brut. x2, hein, 1000 euros de net sur le compte en banque, c'est 1000 euros de charge pour entreprise. Et cotisation retraite, c'est combien C'est 28%, c'est la moitié en fait, un peu plus de la moitié de ça. En fait, quand on regarde 28% des prélèvements. Du brut. Oui. quand un entreprise 28% du brut. du brut. Oui. Du salaire brut. Oui. Quand un employeur en France dépense 100 pour son salarié, il y a au mieux 51 dans la poche du salarié. En Europe, c'est pas 51, c'est 58. On a 7 points de différence. Et ces 7 points de différence, c'est en grande partie lié à notre choix du taux répartition. Pourquoi ? Parce que quand on finance la retraite en répartition, pour distribuer 100 de retraite, il faut Bien sûr. prendre 100. Bien sûr, bien Quand sûr. on finance la retraite en capitalisation, pour distribuer 100 de retraite, il faut prendre 50 ou 33 selon les périodes et les économistes. Enfin, il faudra dans une dizaine d'années, si jamais on arrive à mettre un système en place. Donc c'est clé. Et nous, on est profondément handicapés par rapport aux pays type Pays-Bas qui ont beaucoup de capitalisation parce que on est obligé d'appeler plus de cotisations pour la même retraite, ce qui nuit à la compétitivité, ce qui nuit au pouvoir d'achat. Bien sûr. Bertrand, un mot de conclusion Non, mais s'il fallait après ce refaire... débat absolument passionnant. S'il fallait refaire le régime de retraite, encore une fois, s'il fallait refaire le régime de retraite dans le contexte démographique d'aujourd'hui, on n'aurait pas fait le régime de 1945, évidemment. Ouais. Et on aurait fait un mélange de capitalisation et de répartition. Maintenant, effectivement, comme le dit Nicolas, les excédents qui vont être faits, enfin, qui sont déjà prévus, mais qui pourraient être encore accrus avec une réforme paramétrique, pourraient en partie être utilisés pour mettre de côté, effectivement, des cotisations et mettre en place des fonds de pension à la française, oui. Je pense que tout le monde aurait y gagné. Et puis, à l'arrivée, on aura peut-être un petit peu moins d'angoisse, parce que c'est ça aussi qui est important finalement, hein, Emmanuel, si on se retrouve avec des excédents partout. Ça va peut-être calmer nos angoisses, et c'est pas plus mal non plus pour la Les stabilité. problèmes de riches qui sont Voilà, pour la stabilité d'un pays. Merci beaucoup. Merci à vous, et on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.